Merci à vous qui nous rejoignez à l'instant sur Chaîne Inter. C'est toujours un plaisir de vous avoir en notre compagnie. Après la hausse des contaminations, faut-il craindre une seconde vague? On en parle avec vous, le docteur Abdelhafid Oualelo, pharmacien. Le docteur Mounir Mikou nous a rejoint, spécialiste en anesthésie réanimation. Bonjour et merci d'accepter notre invitation, docteur Mikou. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de partager mes avis avec vous sur la chaîne Inter, qui a un grand rôle pour essayer de motiver les gens dans le sens de combattre le corona et le Covid-19. Alors, on parlait justement avec Abdelhafid Oualelo de cette seconde vague. Est-ce que l'apparition de nouveaux foyers de contamination doit être considérée comme une circulation qui s'accélère? Est-ce qu'on est dans une perspective où l'on craint l'apparition rapide d'une deuxième vague? Docteur Mikou. Alors, l'apparition rapide d'une deuxième vague, ça m'étonnerait, mais il faut surtout craindre l'apparition pas d'une nouvelle vague, mais en tout cas de foyers et des clusters, comme vous avez vu dans le cas de Kenitra ou la Mimouna, et en rapport avec les 700 personnes qui ont été infectées, qui heureusement, dans la majorité des cas, sont des personnes qui restent asymptomatiques. Je dirais peut-être il faut être prudent en ce qui concerne cette deuxième vague. D'ailleurs, si vous avez suivi un tout petit peu ce qui se passe sur le plan international, vous allez comprendre qu'une deuxième vague n'est pas du tout à éliminer. Rien que ce matin, en Allemagne, il y a eu un reconfinement de 360 000 personnes autour dans la région de Gütersloh, où il y a eu 1500 cas dans un abattoir dans la région. Et donc, l'Allemagne a décidé que cette région de 360 000 personnes soit complètement barricadée et confinée. Donc, une deuxième vague avec la même perspective que nous avons connue dans la première vague, ça m'étonnerait, mais l'apparition de cas ou plutôt d'épidémies ou d'accès épidémiques localisés autour de certains foyers, on en aura, je pense, comme ce qu'on a eu dans la région de Kenitra. Justement, on constate un relâchement au niveau des mesures barrières ou du port du masque. Ça, c'est une évidence. Est-ce que cela peut accélérer justement la circulation du virus, docteur? Bien évidemment, toutes les mesures qui circulent encore, important de le souligner. Qui circule et qui va continuer à circuler, c'est ce qu'il faut comprendre maintenant. Peut-être qu'il y a quelque chose de rassurant qui nous un tout petit peu donne un peu d'espoir qui risque d'être déstabilisé. La situation, c'est le fait que la mortalité a baissé. Mais on n'est pas loin, c'est ce qu'il faut connaître, on n'est pas loin d'une mutation génétique du virus. Et s'il arrive à ce que le virus mute et qu'on n'a pas compris qu'il faut garder les mêmes critères, plutôt la même manière de gérer la proximité, de gérer les mesures barrières, de gérer aussi le port de masque, etc., on aura toujours le risque de mutation du virus et que cette mortalité redevienne importante. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé ailleurs. Si vous avez vu en Iran, jusqu'au fin mai, la première vague était en train d'être maîtrisée et donc pratiquement la mortalité a baissé. On a eu dans le pic en Iran de 157 morts par jour quotidiennement. Et puis par la suite, ça a baissé progressivement jusqu'à la fin mai. On a eu 35 cas de mortalité par jour. Et puis, il y a eu un relâchement. Et ce relâchement a fait à ce que il y a eu un nombre de cas très important qui a été de personnes atteintes grâce à des rassemblements malheureux lors de certains funérailles. Et puis, explosion à partir du 3 juin, on a eu une mortalité qui avoisine les 120 décès par jour. Donc, la crainte d'avoir une deuxième vague, il faut pas se dire que puisqu'on a une mortalité qui a baissé, on a un nombre de cas qui a baissé, même si
est en train de dépister grâce aux tests, au nombre de tests quotidiens, où ça reste un peu élevé chez nous au Maroc, ça ne veut pas dire qu'on est loin d'une évolution et d'une deuxième vague qui peut être catastrophique. D'ailleurs, la Corée du Sud, Hong Kong, Singapour ont mis en œuvre un traçage très actif des personnes ayant été en contact avec les malades. Ils bénéficient d'une culture du port du masque et de l'hygiène des mains. Et malgré cela, ces pays restent dans une tension extrême pour éviter une reprise de l'épidémie de Covid-19. Abdelhafid Oualel. Exactement. Oui, bien sûr. Nous n'avons pas cessé de rappeler l'obligation et le respect strict de ces mesures barrières. C'est vraiment le seul remède que nous avons en absence du vaccin et du médicament spécifique à ce virus, comme c'est le cas de pas mal d'infections virales. Mais c'est le seul moyen pour que cette contagion soit maîtrisée au mieux. Donc, toujours, c'est la responsabilité collective, c'est toujours le citoyen qui est au cœur de cette prévention et il faut le rappeler à chaque fois, le rappeler encore plus à partir du 25 juin, il faut que ça soit vraiment quelque chose qui se répète tout le temps, tous les jours, toutes les heures pour dire attention, il ne faut pas relâcher, que ce soit du citoyen, que ce soit des autorités, que ce soit du personnel médical que nous saluons. Et il faut être toujours prudent et avoir une vigilance et une veille sanitaire pour ne pas connaître cette deuxième vague qui est toujours possible, hein, parce qu'on ne connaît pas beaucoup sur ce virus. Hein. Ce sont quelques recherches ici et là, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Chine ou ailleurs, et même chez nous au Maroc, grâce à nos chercheurs. Et nous sommes toujours devant un virus qui est nouveau. C'est pas comme les autres virus que nous connaissons très bien. Et nous sommes toujours devant un virus qui peut vraiment muter à tout moment. On ne sait pas si c'est au mois de septembre, si c'est maintenant, si c'est pourquoi pourquoi ce virus a été très gentil en Afrique, parce qu'on s'attendait à une flambée de cas en Afrique, étant donné que c'est un continent qui connaît pas mal d'épidémies, avec un système de santé précaire et avec bien sûr une pauvreté, etc. Et un secteur économique informel largement développé qui met tout confinement très difficile à réaliser. Donc nous sommes devant un virus qui s'est déplacé, comme je l'ai dit dans pas mal d'interviews et d'écrits. Il s'est déplacé de Chine vers l'Iran, de l'Iran en Italie, de l'Italie dans toute l'Europe occidentale. Il a fait un petit peu un petit tour en Afrique du Nord, surtout en Algérie, peu en Maroc. Il est descendu même en Afrique du Sud. Et puis hop, il est parti en Grande-Bretagne, les États-Unis, et maintenant c'est vraiment un virus, on va dire qu'il fait le tour. Voilà, il a bien voyagé avec une virulence qui n'est pas la même. Et donc on peut dire que ce virus s'adapte au climat, s'adapte à l'environnement, s'adapte à tous ces facteurs qui font que ces virus, cette virulence, elle varie d'un continent à l'autre. Et maintenant, c'est le Brésil. Le Brésil qui vient en deuxième position après les États-Unis. Certes, on n'est pas dans la même situation dans laquelle on était en février et en mars. On a des outils, des moyens qui nous permettent de mieux surveiller ce virus et de faire probablement ce qu'on n'a pas réussi à faire dans la première vague épidémique. Alors, le retour justement de la pandémie, est-ce qu'il... En cas de seconde vague, hein, je précise, en cas de seconde vague, oui, signifie-t-il le retour du confinement, ce qui n'est pas souhaitable, hein, Docteur Mico, hein. Oui, je pense que s'il y a une seconde vague avec un risque de mortalité élevé, qu'on devrait imaginer comme si ça se passe actuellement dans la partie inférieure, la moitié inférieure de la Terre, dans l'Amérique latine par exemple.
si on a le même scénario à partir de septembre, octobre, bah oui, hein, ça va être comme ce qui s'est passé en Chine, comme ce qui s'est passé en Iran, comme ce qui vient de se passer en Allemagne. Il faut imaginer la même chose, hein, sauf si la mortalité reste basse et à ce moment-là, ça pourrait être peut-être dans des régions un peu particulières ou dans des usines qu'on devrait fermer, etc. Ça dépendra à ce moment-là du profil qu'il va y avoir. Mais le risque est là, il faut le comprendre. Le risque de la deuxième vague, il est là. Le risque de reconfinement, il est là. C'est important de l'imaginer. Donc, selon vous, docteur, la pandémie risque de continuer à bas bruit pendant tout l'été? Oui. Comme pour toute infection virale à transmission respiratoire, comme pour la grippe, elle baisse la contamination et la mortalité, mais elle ne disparaît jamais. Et en général, en début d'automne, il y a une mutation génétique qui arrive et qui donne un nouveau virus qui va par la suite recontaminer toute la planète Terre. Donc, il va continuer à bas bruit, c'est très probable, oui, c'est le cas. Et le risque d'une deuxième vague, avec, espérons-le, pas vraiment de grosses mutations génétiques qui va augmenter la mortalité, on risque de l'avoir. C'est pour ça qu'on doit, dans cette culture qu'on devrait développer en nous, une culture de protection de l'autre, ça veut dire respecter les mesures barrières sont primordiales. Alors, Abdelhafid Oualalou, vous partagez ce qui a été dit par Dr Miko. On peut compter sur l'éducation de la population aux gestes barrières et d'autre part une certaine immunité, j'ai envie de dire. Alors, il disait que le virus peut tout simplement disparaître et qu'on peut craindre un effet de saisonnalité et avoir un retour du Covid-19 à l'automne. Effectivement, moi je partage bien sûr tout ce qui a été dit par notre ami Dr Miko. Et dans ce monde des virus, tout est possible, hein, que ce soit les mutations, à quel moment se produisent, de quelle mutation il s'agit au niveau des génomes, au niveau de la carte génétique de ce virus. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait et qu'on parle toujours de Covid-19 comme un nouveau virus. Moussajet, c'est quelque chose qui vient nouveau et que jusqu'à présent on n'a pas toutes les données sur ce virus. Tout ce qu'on sait, c'est un virus à ARN avec bien sûr une membrane lipidique et c'est pour cela que le savon est efficace contre ce virus, parce que si on enlève sa membrane, ça gèle là-bas comme on dit, il est nu et il disparaît et il n'a pas cette force de pénétrer la cellule haute, que ce soit dans le système pulmonaire ou ailleurs. Donc, justement, nous sommes devant un virus qui demande des recherches et heureusement que tous les chercheurs du monde, tous les experts en épidémiologie, en virologie, en biologie moléculaire, en génétique, en pharmacologie, tout le monde s'active pour trouver ce vaccin qu'on attend bien sûr de ces recherches et qui va demander du temps de 6 à 8 mois d'après notre expérience. Mais les médicaments, c'est dans 1 an et demi, 2 ans pour trouver les médicaments qui soient disponibles pour toute l'humanité. Donc on est à ce niveau-là. On s'active pour les recherches, d'abord pour connaître ce virus, comment il se développe, comment il se défend, parce que c'est un virus qui se défend. Il se défend devant une personne qui a une immunité fragile. Bien sûr, c'est un opportuniste, c'est un parasite. Il se développe quand il veut, et surtout des personnes âgées, des personnes qui ont des pathologies chroniques, cardiovasculaires, pulmonaires ou ailleurs. Et donc, c'est une question de terrain, comme on dit. La notion de terrain est très importante en épidémiologie et les virus en profitent s'ils trouvent tous les ingrédients pour se développer et pour avoir une virulence très importante. Donc, tout est possible, que ce soit la mutation, que ce soit une nouvelle vague qui peut paraître en septembre, espérant qu'elle ne soit pas accompagnée de ce H1N1 que nous avons l'habitude de combattre, ou bien avec d'autres virus qui peuvent apparaître, parce que nous sommes avec Covid-19 et peut-être qu'on aura un Covid-20, mais la nature elle est là
Et les virus sont là, ils vivent avec nous et nous sommes obligés de vivre avec ce virus, avec tous les moyens de protection que nous devons faire. Et d'ailleurs, tous les scientifiques, les médecins s'accordent à dire que nous sommes face à une maladie ou un danger sans visage, une maladie qui nous apprend l'humilité. Le médecin qui sait tout n'est plus d'actualité, docteur Micot. C'est ce sentiment justement d'angoisse et d'impuissance envers ce virus qui fait mal, on va dire, docteur Micot. Ben oui, hein, c'est un tueur sans visage, comme on dit. Et cette capacité qu'il a à le faire nous rend pratiquement impuissants psychologiquement, je veux dire, pas sur le plan matériel, mais impuissants parce que ça use à la langue. Et c'est ça qu'il faut entretenir comme message, c'est qu'il faudrait qu'on s'habitue à ce virus, à sa présence et à sa manière d'être transmise pour qu'on se réadapte et que le fait de respecter les mesures barrières, qu'on l'intègre psychologiquement, que ça soit quelque chose d'habituel. C'est vrai que c'est devenu très difficile pour nous de ne pas faire de bises entre nous, entre les membres de la famille, entre les amis, de se voir et d'être dans une terrasse de café, etc. Des habitudes qu'on avait auparavant, où la liberté pratiquement a été restreinte vraiment au minimum. Donc, effectivement, ça nous donne énormément de difficultés psychologiques à le vaincre. Il faut s'y habituer. Il faut devenir un peuple marocain qui respecte ces mesures barrières et qui, culturellement parlant, on l'imagine que ce tueur invisible, ce tueur sans visage, qui est avec nous, qui nous accompagne et qui vit avec nous. Alors, par rapport, justement, Abdelhafid Oualalou parlait à l'instant de la recherche scientifique. D'ailleurs, le monde scientifique n'est pas à l'abri de tout reproche. Il n'a pas réussi, on va dire, à rassurer. Il a affiché ses contradictions et les politiques ont été confrontés à des avis contradictoires. Alors, comment on juge la supériorité d'une stratégie sur l'autre et comment trancher entre ces avis contradictoires? Docteur Micot, puis je donne la parole à Abdelhafid Oualalou. Alors, concernant ça, et c'est un point très très important, les études sur le plan scientifique ont une méthodologie qui est connue et on se retrouve parfois devant des méthodologies de recherche clinique qui sont faites par certaines qui se croient scientifiques d'une manière un tout petit peu hasardeuse. Et donc, cette méthodologie hasardeuse peut donner parfois des résultats qui sont un peu contradictoires. Et dans le cas d'une épidémie où comme ça on a de la mortalité un peu élevée, et c'est ça l'intelligence qu'il faut avoir, on se rabat sur des solutions qui sont connues, qui sont simples. Et de là où la polémique de la chloroquine est née, et de là où certains laboratoires ont essayé de nous orienter vers la recherche d'une nouvelle molécule qui pourrait être un peu plus cher, bien évidemment, avec des marges de gain d'argent qui sont plus importantes. La faille est dans le sens à ce que l'Organisation mondiale de la santé devait impérativement prendre ses études, et c'est son rôle à elle, de vraiment de s'assurer de la véracité de ces études et de la manière avec laquelle elles ont été faites et de ne pas donner d'avis d'une façon très hâtive. Et ça, c'est important. Ce qu'elle n'a pas respecté, ce qu'elle n'a pas fait. Maintenant, l'Organisation mondiale de la santé, qui reste un organisme international de référence, devrait s'occuper du côté thérapeutique, surtout dans le sens de la vaccination, pour essayer de gagner de la crédibilité et un vaccin qui devrait être donné à tout le monde d'une façon équitable, pas comme ce qui a été dit par les États-Unis, uniquement garanti pour les États-Unis. Donc, les études scientifiques, d'une façon chronique, et je ne parle pas de maintenant, mais en tout cas, ça existe depuis toujours, ces études peuvent parfois être contradictoires, dues à des études qui, méthodologiquement parlant, ne sont pas correctes. Nous, en tant que Marocains,
tant qu'on n'a pas des études qui sont claires, par exemple, vous avez suivi l'histoire de dexaméthasone, qui vient d'apparaître il y a peut-être une dizaine de jours, qu'on a dit comme quoi c'est un médicament qui est valable pour le traitement des cas graves. La méthodologie de cette étude est correcte, elle est très bien. Donc, on va suivre ce cas-là, et même sur le plan scientifique et physiopathologique, on comprend que ce médicament agit d'une façon logique à traiter les cas un peu graves. Donc, la communauté médicale, elle est là pour scruter toutes les études qui arrivent. Et on a d'ailleurs un comité scientifique au niveau du ministère de la Santé, consultatif, qui donne des avis consultatifs pour le ministère de la Santé sur lesquels elle se base pour prendre des décisions politiques. Voilà, donc la possibilité de faire des choix existe et le politique devrait suivre, dépendant des avis, bien évidemment, du comité scientifique. Docteur Al-Hafid Oualalou, une réaction écoutez, nous sommes dans un monde, comme on dit, globalisé. Et le médicament et le vaccin, c'est un produit, d'abord, il est social, il est fait pour la santé des citoyens du monde, mais c'est aussi un produit industriel qui répond à des règles de commerce international, de concurrence entre les multinationales, et de l'OMC et ses règles, de la protection de la propriété intellectuelle, des brevets. Tout cela, c'est un autre monde qui mérite des heures et des heures. Et je pense que j'ai pas mal de choses à dire sur ce point, mais le débat a été soulevé après la publication de cette fameuse étude dans la revue médicale Lancet, très connue au niveau pharmaceutique et médical, et qui a poussé les experts de l'OMS, pas l'OMS, mais les experts de l'OMS, c'est quand même une nuance, qui ont décidé la suspension provisoire, et je pèse mes mots, je souligne provisoire, de ces essais cliniques, et c'est juste après, une semaine après, quand ils ont vu que ce sont des études qui n'ont pas respecté la bonne méthodologie de recherche scientifique, l'OMS a repris la chose en main et elle a encore une fois conseillé à poursuivre les essais cliniques de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine, bien sûr, qui a été au cœur de notre protocole thérapeutique décidé par le ministère de la Santé depuis le 23 mars, et que je l'avais dit dans des médias nationaux et étrangers, que le Maroc a bien fait de prendre une décision politique souveraine, parce que l'OMS n'a pas le droit d'imposer des décisions au pays. Et elle est là pour la coordination, pour veiller à la prévention au niveau mondial, pour veiller à faire face à toute crise sanitaire avec des recommandations et un soutien scientifique et moral à tous les pays, mais pas d'exiger ou d'imposer des décisions au pays. Et le Maroc a bien fait de prendre sa décision d'une manière souveraine, de décider le confinement, de décider le port des masques avant que ça soit décidé par l'OMC, et de poursuivre son protocole thérapeutique de chloroquine associé à l'azithromycine, et peut-être avec d'autres médicaments en fonction de l'état clinique de nos malades qui sont soignés sous surveillance médicale dans des hôpitaux et non pas ailleurs. Donc je pense que le Maroc donne l'exemple qu'il est un pays souverain, qu'il a ses compétences médicales et pharmaceutiques, et qu'il a un avis au niveau international. Je pense que nous sommes fiers de cette compétence et de nos experts et de notre comité scientifique qui aide à la décision politique. Bien sûr, il faut choisir, et d'ailleurs Sa Majesté a fait le bon choix, la santé d'abord des citoyens, puis l'économie après. Donc il faut jouer sur cette équation économie-santé, mais d'abord, si j'ai un choix à faire en tant que pharmacien biologiste, épidémiologiste, je choisirai d'abord la santé des citoyens et bien sûr l'économie qui est très importante, que sans économie... On n'a pas beaucoup de temps, alors le mot de la fin, très rapidement s'il vous plaît, un message peut-être pour les Marocains qui sont à l'écoute,
pour éviter cette seconde vague, on va dire, du coronavirus? Alors, dernier message, enfin, en quelques mots, responsabilité du citoyen, engagement collectif, adhésion collective de tout le monde pour le respect strict des mesures barrières, port du masque obligatoire, le savon pour laver les mains, et puis bien sûr la distanciation partout où on peut avoir des rassemblements de personnes et suivre toutes les mesures pour ce déconfinement à partir du 25 juin, que j'espère que ce sera un jour fêté par tous les Marocains, mais à condition de respecter les mesures barrières. Voilà. Alors, docteur Miko Mounir, très rapidement, le mot de la fin. Je dirais qu'on a été privé de notre liberté pendant très longtemps, 3 mois à peu près et quelques. J'espère qu'on retrouvera cette liberté en totalité et pour ne pas retomber dans le même piège, qu'on respecte à ce moment-là les mesures de barrière, les mesures barrières qui éviteront probablement une deuxième vague. Et j'espère que tout le monde sera sain. Merci beaucoup, docteur Mounir Miko, spécialiste en anesthésie, réanimation.